Moi et ma meilleure amie de l'époque, on venait toutes les deux de foyers assez violents. Du coup, on cherchait souvent refuge dans les bois près de notre quartier. C'était notre manière à nous d'échapper aux adultes qui nous faisaient du mal. Et comme en journée on était dehors, les gens mettaient ça sur le compte de 2 gamines qui traînent dans les bois. Mais un soir particulièrement dur, mon père, complètement bourré, a invité les types de son gang de motards chez nous. Eux aussi étaient des ivrognes violents. Ils arrêtaient pas de venir dans ma chambre, cherchant à me trouver. J'étais planquée au fond de mon panier à linge, caché sous mes vêtements sales, et j'ai attendu. Au bout d'environ 1 heure, ils ont fini par lâcher l'affaire ou bien par sombrer dans l'alcool. Alors j'ai doucement rampé hors du panier et j'ai ouvert ma fenêtre pour fuir. On vivait dans une maison de plein pied, ma fenêtre donnait sur le jardin, sans lumière, fermée sauf par un petit portail, bloqué par leur moto. Je me suis glissée le long de la clôture, j'ai trouvé un coin et je l'ai escaladé. J'ai atterri de l'autre côté dans le jardin du voisin. Ce voisin m'a vu traverser chez lui comme je l'avais fait des dizaines de fois. Il n'a rien dit. On vivait dans un petit village où tout le monde savait pour mon père, mais personne n'osait rien faire. J'ai couru jusqu'à chez ma meilleure amie, à 2 pâtés de maison de là. J'ai tapé doucement à sa fenêtre, mais ses propres parents abusifs dormaient. Elle ne pouvait pas me faire entrer, mais elle ne voulait pas que je reste dehors toute seule, alors elle a escaladé sa fenêtre et on est partis toutes les deux dans les bois. On s'est installé près d'un réservoir d'eau, une grande cuve entourée d'une clôture, censée stocker l'eau de pluie en cas d'inondation. On s'est assise sur une butte, assez loin de la route pour qu'on ne nous voie pas. Elle avait ramené quelques snacks et on a commencé à discuter comme 2 ados. On parlait de tout et de rien, mais au bout de 20 minutes environ, on a entendu un bruit. Quelque chose bougeait à l'intérieur du réservoir. On a d'abord cru à un cerf, c'était rare mais possible. Il aurait pu sauter par-dessus le grillage. Mais le bruit s'est amplifié, et ce n'était pas le bruit d'un animal. Ça ressemblait à un frottement, ou un glissement, quelque chose qui traînait dans les branchages. Cette zone des bois est normalement vide, surtout autour du réservoir. On s'est demandé s'il n'y avait pas quelqu'un, un humain, qui voulait nous effrayer, ou pire. On a commencé à ramasser nos affaires sans faire de bruit. On s'est redressé lentement, passant d'assise à accroupi. Et là, en regardant vers le réservoir, on a vu une femme. Elle était allongée contre la pente raide du réservoir, faite de branchages et de petits arbres secs. Et là, on a flippé. Sa robe claire était déchirée, couverte de terre, et elle avait l'air trempée alors qu'il n'avait pas plu depuis des mois. Ce qui est normal en plein mois de novembre chez nous. « Vous allez bien ?» a demandé ma pote. « Vous avez besoin d'aide ?» j'ai ajouté après un silence. Rien. La femme ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. On était là, sans savoir quoi faire. Elle avait clairement l'air de devoir être aidée, mais on ne voulait pas la laisser seule non plus. Et si on allait chercher quelqu'un, serait-elle encore là en revenant ? On chuchotait entre nous à propos de ce qu'on devait faire. Et puis le bruit est revenu, mais cette fois ce n'était plus un glissement. La femme s'est mise à courir vers nous, et là, on a vu son visage, ses cheveux, jusqu'ici plaqués sur son visage, envolés en arrière. On a vu un visage enflé, violacé, des lèvres bleues, des yeux blancs laiteux, et elle a hurlé. Un cri strident. On a détalé sans réfléchir, en direction des lampadaires orangés de la rue. On a entendu ses pas derrière nous, jusqu'à ce qu'on traverse la route, et là, plus un bruit. On s'est retourné, essoufflé, pour regarder à travers le grillage. Il n'y avait plus rien. On s'est dit que c'était peut-être une ado plus âgée qui voulait nous faire peur. Mais alors qu'on en parlait, elle est réapparue, juste derrière la clôture, debout, immobile. Elle nous regardait fixement. La lumière orangée des lampadaires adoucissait ses traits, mais elle restait inquiétante. Je me suis avancée d'un pas. Je pensais maintenant que c'était juste une clocharde un peu folle. Elle était de l'autre côté du grillage et j'étais sûre qu'elle mettrait du temps à escalader. Je lui ai crié qu'elle nous avait fait flipper, que c'était pas cool, que c'était pas notre faute si elle était à la rue. J'ai même fait le petit geste des épaules, tu vois le genre ?
Je savais que ça risquait de la foutre en rogne, et j'avais raison. Elle s'est jetée vers la grille comme pour la grimper, sauf qu'elle ne l'a pas escaladée. Elle a traversé le grillage comme s'il n'existait pas. Là, ma pote m'a agrippé et on a sprinté vers chez elle, courant de toutes nos forces. Derrière nous, on a entendu un dernier cri, un hurlement sanglant. Puis, plus rien. On n'est jamais retourné au réservoir. Et même dans les bois, on y est allé qu'en plein jour après ça. Les sentiers qu'on connaissait par cœur ont pris un air bizarrement silencieux. On n'entendait plus d'oiseaux, ni d'insectes, comme si quelque chose avait changé. On avait 16 ans quand c'est arrivé. Depuis, j'ai quitté le village, je suis allée à la fac, j'ai vécu en banlieue, puis dans une grande ville. Aujourd'hui, je prépare un déménagement hors de l'État. La maison que je quitte est au bord d'un lac. Et entre les cartons et les allers-retours au garage, je me suis retrouvée à sortir tard le soir. Et là, en revenant dans la maison, j'ai regardé vers le lac et je me suis figée. J'aurais juré voir la même femme ramper dans la boue en se traînant sur le ventre le long de la berge. Une seconde plus tard, elle avait disparu. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'était suffisant pour que je rentre en courant, le cœur battant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ma tante vient purifier la maison à la sauge, et elle va faire la même chose dans notre nouvelle maison avant qu'on y emménage. Et franchement, je crois que je vais la laisser faire. J'aurais voulu raconter tout ça à ma meilleure amie, mais elle est morte il y a quelques années, et ça, c'est une autre histoire. Ça s'est passé à la fin de l'été 2014, mais même 10 ans plus tard, je m'en souviens parfaitement. À l'automne de l'année d'avant, j'avais emménagé avec mon copain de l'époque. J'avais tout juste 18 ans, et lui 22. C'était un mec bizarre, socialement incapable, et franchement un vieux type malsain. Mais appelons-le Mike. Mike était toujours froid, émotionnellement distant, et franchement bizarre. On avait plein de goûts en commun, mais il m'interdisait de me faire des amis, de sortir, ou simplement de profiter de la ville. Je l'invitais à des concerts de groupes qu'il aimait, il refusait. Je lui proposais de rencontrer mes potes, il refusait. Je sortais quand même avec mes amis, il m'envoyait un document Word, un genre de poème dérangé et accusateur, listant tous mes défauts, un par un. Une fois, j'ai fumé un peu d'herbe, et il m'a comparé à Médée tuant ses enfants. Et quand je dis poétique, je parle de vraie poésie, hein. Et quand je dis dérangé, crois-moi, c'était dérangé. Bref, on a fini par se séparer. Une amie m'a montré son profil sur un site de rencontre, et voilà, fin de l'histoire. Mes parents sont venus charger ses affaires dans un camion, et on l'a ramené chez ses parents avec toutes ses saloperies. Fin de l'épisode. J'ai gardé l'appart pour moi toute seule, et j'ai essayé de reprendre une vie normale. Franchement, je m'y suis vite fait. J'aimais être seule, je pouvais recevoir des amis, sortir, vivre. Tout semblait parfait. Mais la deuxième nuit que j'ai passée seule dans l'appart, je me suis réveillée en sursaut. Quelqu'un frappait à ma porte. J'ai regardé l'heure, il devait être 3 ou 4 heures du matin. J'ai pensé, ah bah non, pas moyen. Et j'ai essayé de me rendormir. Mais les coups sont revenus, plus rapides, plus violents. Je ne bougeais pas. Je n'avais pas tant d'amis, et aucun d'eux ne viendrait cogner à ma porte à 3 heures du mat. Finalement, le bruit s'est arrêté. Les jours suivants ont été cool. Je suis sortie, j'ai bu un verre avec des potes, je suis rentrée seule, j'ai dormi. Mais à 4 heures du matin, rebelote, cognement, fort. Et cette fois, ça remuait la poignée. Et là, j'ai compris que le gars essayait carrément d'ouvrir la porte. Heureusement, même si l'immeuble était pourri, peinture dégueulasse, cafard, pas de clim, il y avait 2 verrous et une chaîne. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme blond. Il n'avait pas l'air d'un toxico ou d'un taré, mais je ne le connaissais pas. Et ce n'était pas Mike, lui était brun
et il aurait sûrement écrit un poème avant de défoncer une porte. Mais bon, je me sentais jeune, un peu conne, et étrangement en sécurité, donc j'ai juste été me recoucher. Mais le truc, ça a continué. Chaque putain de nuit. À chaque fois que j'essayais de dormir, il revenait. Il frappait, tapait, secouait la poignée dans tous les sens. Il tirait dessus. Il se jetait contre la porte de tout son poids. Mais il ne disait jamais un mot. Jamais. Et moi, je n'ai jamais appelé la police. Ça a duré environ 1 semaine. J'ai fini par appeler mon pote Pete. Petit contexte sur Pete. Il avait l'air de sniper dans Il faut sauver le soldat Ryan. Grand, maigre, pâle, étrangement sérieux. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais il avait un visage lugubre, genre mec qui aurait pu faire flipper un démon. Alors on a monté un plan, Pete et moi. On a attendu la nuit, on a chuchoté des stratégies. On a attendu minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à 3 heures, ça frappe à la porte. Je regarde par le Judas, le blond, évidemment. Il tape, il secoue, il cogne. Alors on retire les 2 verrous. Il reste juste la chaîne. Le bruit s'arrête. On ouvre doucement la poignée. Et là, avec un couteau chacun en main, on hurle « On va te tuer! Reviens ici et on te découpe !» Et on passe 2 pauvres couteaux Ikea par l'ouverture. On agite les lames comme des pirates à qui on aurait donné des couteaux à beurre. Le mec blond recule d'un bond, puis dégage en courant dans le couloir. Pete et moi, on éclate de rire. Et il n'est jamais revenu. Je suppose que tout ce qu'il fallait, c'était rivaliser de folie avec lui. Mais la vérité, c'est que je ne saurais jamais pourquoi il m'avait choisi. Pourquoi c'était mon appart qu'il voulait forcer. Pourquoi il revenait chaque nuit. J'ai ma petite idée. Peut-être qu'il me suivait depuis un moment. Et quand il a vu que Mike avait disparu, peut-être qu'il s'est dit que c'était le moment parfait. Je ne saurais jamais vraiment. Mais quand je repense à cette période de ma vie, c'était un moment complètement fou. Et honnêtement, je suis vraiment contente que ce soit terminé. Quand j'avais 7 ans, on a déménagé avec ma mère et mes 2 grands frères, 13 et 15 ans à l'époque. On a emménagé dans une rue construite sur d'anciens rails de tramway du début des années 1900. Les maisons elles-mêmes étaient assez récentes, des rangées de maisons mitoyennes. Elles avaient à peine 15 ans quand on y est arrivé. Chaque maison avait un petit jardin à l'arrière, séparé par une clôture en bois d'environ 1 mètre de haut. Et tout au fond, il y avait un grand mur en béton, d'environ 2 mètres de haut, qui séparait les jardins d'un parc public juste derrière. À cet âge-là, je passais la plupart de mon temps à m'occuper tout seul. L'écart d'âge avec mes frères faisait que j'étais souvent laissé de côté et mes parents venaient de divorcer. Alors, je m'inventais des jeux, des aventures. Je jouais dans le jardin avec mon imagination. C'était normal de me trouver en train de jouer seul derrière la maison. On avait aussi des lapins qui vivaient dans un clapier adossé au grand mur du fond. Comme j'étais curieux, j'aimais monter sur le clapier pour regarder par-dessus le mur, vers le parc. Je faisais un peu de people watching version enfant. Je regardais les gens passer dans le parc, inventais des histoires dans ma tête. Ce soir-là, je me souviens qu'il faisait chaud et que le soleil se couchait un peu tard. Je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais d'après la lumière dans mes souvenirs, il devait être vers 19h. J'étais debout sur le clapier, à observer le parc, comme d'habitude, quand j'ai eu une drôle d'envie de tourner la tête vers la droite. La disposition des maisons est importante ici. Chez nous, l'arrière donne sur la cuisine, mais chez les voisins de droite, leur salon est à l'arrière. Quand je tourne la tête à droite, je vois que la porte vitrée de leur salon est ouverte, mais aucune lumière n'est allumée dedans. La pièce est complètement noire et je ne distingue rien. Je sais que le canapé est tourné vers cette porte, donc quelqu'un assis là serait pile en face de moi. Et c'est là que je les ai vus. 2 points rouges, alignés, immobiles, flottant au milieu de la pièce noire. Je me suis mis à plisser les yeux, à essayer de comprendre ce que je voyais, et je te jure que ce que je vais te décrire, je ne l'ai jamais oublié. Ces 2 points rouges ont bougé. Ils ont fait un arc lent vers le haut et la droite,
comme si quelqu'un assis se levait et que ses yeux suivaient naturellement le mouvement. En même temps, la forme sombre derrière ses yeux semblait se rapprocher doucement de la porte. Je ne pouvais pas distinguer de détails, juste une silhouette noire. J'ai paniqué, je suis redescendue du clapier et j'ai couru jusque dans le salon, tout à l'avant de la maison, pour prévenir ma mère. Elle m'a dit que ce n'était sûrement rien, alors malgré tout, je suis retournée dehors. Je remonte sur le clapier, j'ai regardé immédiatement vers la porte des voisins, et là, la silhouette est debout dans l'embrasure. Elle regarde le jardin, dans ma direction. Ses yeux rouges sont toujours là. Cette fois, je ne prends pas de risque. Je redescends, je rentre dans la maison et je n'y retourne plus de la soirée. J'ai oublié cette histoire pendant des années, mais j'ai toujours eu peur du noir. Et surtout, je déteste regarder par une fenêtre la nuit, surtout si elle donne sur l'arrière de la maison. Il y a quelques années, quelque chose m'a ravivé le souvenir de ce soir-là. Et à chaque fois que j'en parle, même aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que j'ai vraiment eu peur. Et je me souviens encore de chaque détail. Mes voisins vivent toujours là. Mais je n'ai jamais eu le courage de leur demander s'ils avaient vu ou vécu quelque chose eux aussi. Ou s'ils avaient la moindre explication pour ce que j'ai vu ce soir-là. Au début, j'ai toujours eu trop peur pour raconter cette histoire. Et plus tard, quand je l'ai racontée, tout le monde se foutait de moi. Je n'ai aucune raison d'inventer ça. Je ne prenais pas de drogue, et non, je ne suis pas fou ni quoi que ce soit. C'était à l'automne 2017. J'étais en première année à l'université d'État du Michigan. Derrière certains dortoirs qu'on appelait les River Trail, parce qu'ils étaient proches de la rivière Red Cedar, il y avait un sentier dans les bois. Ce sentier avait un surnom. Les gens l'appelaient entre eux le Rape Trail, le sentier du viol, parce qu'on y accédait par une faille dans une clôture, et parce qu'il était réputé dangereux la nuit. Mais franchement, moi, je n'avais jamais entendu parler de problème là-bas pendant mon séjour. En général, c'était juste un endroit où les étudiants allaient fumer de l'herbe ou des clopes. Un soir, j'étais avec 2 gars avec qui j'étais devenue amie. Il faisait nuit et ils ont voulu aller fumer dans le sentier. Je les ai accompagnés. Je ne fumais pas ce soir-là. J'allais à peine m'installer quand quelque chose est venu nous interrompre. Et vraiment, je le dis, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'herbe. On était là à discuter tranquillement quand une silhouette est apparue juste là, à l'entrée du sentier, dans l'ouverture de la clôture. On devait être à 15 mètres, pas plus. Il était peut-être 22 heures, et à part la lumière de la lune, la seule source d'éclairage, c'était les gros lampadaires du parking près de l'entrée. Au début, les 2 gars ont dit que le type ressemblait à un étudiant coréen qu'ils connaissaient. Moi, je ne l'avais jamais vu, donc je me suis un peu plus détendue, en me disant que c'était un pote à eux. Ils se sont mis à l'appeler par son prénom, mais il ne réagissait pas. Il ne les regardait même pas. Et puis d'un coup, il a quitté le chemin. Il est entré dans les feuilles mortes et les broussailles, mais il n'a fait aucun bruit, pas un craquement de branches, rien. Les gars ont continué à l'appeler. Moi, je commençais à trouver ça bizarre. Et aussi, je croyais qu'ils devenaient tendus, mais qu'ils essayaient de faire genre. Et puis, c'est là que c'est arrivé. La seule manière dont je peux décrire ce que j'ai vu, c'est que ce gars s'est transformé. Il est devenu une espèce de forme humanoïde, toute noire, immense, au moins 2,10 mètres. Aucune couleur, aucune lumière, pas de visage, pas de vêtements, pas de reflets, juste une forme humaine, noire, lisse, presque en 2D. C'était comme une silhouette découpée dans du vide pur. Et cette chose nous regardait directement. Même à cette distance, je le sentais. Et là, en 2 pas à peine, il a traversé la distance entre nous, mais il ne marchait pas. C'était comme s'il glissait dans l'air. Il s'est approché de nous frontalement, sans jamais ralentir. Arrivé à 1 mètre à peine, si proche que je pouvais presque le toucher, il a repris sa forme initiale. C'était de nouveau l'étudiant coréen, petit, mince, humain. Les gars ont essayé de faire comme si de rien n'était, mais c'était clair qu'il flippait à mort. Et moi aussi. Je lui ai posé des questions. Il a allumé une cigarette,
mais je ne me rappelle pas qu'il ait dit un seul mot. Il s'est contenté de fumer en silence. On a fini par prétexter de devoir rentrer, et dès qu'on a tourné les talons, on a couru jusqu'au dortoir. Je n'ai pas été le premier à parler. C'est mon pote qui a dit « Est-ce qu'on vient de voir Slenderman ?» J'ai répondu « Ouais », et on n'en reparle plus. L'autre gars est resté muet. Et on n'en a plus jamais reparlé. On s'est perdu de vue tous les trois dès la fin du semestre. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles depuis 2018. Et franchement, ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis, plus rien ne me fait peur chez les humains. Mais dès qu'il s'agit de paranormal, je redeviens un gamin terrifié. Je ne vais presque plus jamais dans les bois. Et quand je le fais, c'est en plein jour uniquement. Même là, je suis mal à l'aise. J'ai un respect profond pour la nature. Et je sais que les bois, surtout la nuit, ne sont pas un territoire humain. Je ne sais pas comment classer ce que j'ai vu. J'ai pensé à un skinwalker, mais ce n'est sûrement pas ça. Slenderman, c'est censé être une fiction. Mais franchement, si on enlève le costume, c'était ça. Et si quelqu'un a déjà vu la même chose, ou a une explication, je serai prêt à écouter. Je sais que je ne peux pas être le seul à avoir vécu quelque chose comme ça. But Peaks, burned Skarsglen, bled Caldeum, corrupted Blessed Nahangtu. oh boy. Same, yeah. Look, see the hatred behind their mask. They will all see it soon. Everyone you have fought to save turned against you simply by hearing the truth. I don't think that we you are have been the good guys. hiding the daughter of hatred inside.